suis vraiment très heureuse qu'il y a autant d'intéressés pour être avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Il y a deux idéateurs, la Fondation Lucie André Chagnon et Centraide du Grand Montréal, qui sont les idéateurs du projet et qui mobilisent d'autres acteurs philanthropiques qui contribuent ensemble à un pot commun d'une hauteur de 23 millions de dollars pour soutenir le développement d'initiatives collectives dans 17 quartiers montréalais, dont 5 avec un soutien plus important, autour d'un demi-million par année. Un fait qui est important à souligner, c'est que le PIC s'inspire de l'approche impact collectif. Donc, l'idée n'est pas d'appliquer cette approche comme une méthode, mais de plutôt s'appuyer sur des outils et des leviers de cette approche pour amener les pratiques qui existent déjà au sein des quartiers montréalais un peu plus loin. Présente un bilan, alors moi que j'ai vu passer sous la forme d'un généreux rapport de 150 pages que j'ai eu le bonheur de lire, mais il y a aussi une formule en 10 pages de synthèse qui a été créée. On pourra vous mettre sans doute les liens vers ces documents-là en accès libre. Mais dans quel but ce bilan a été produit et comment tu l'as produit et comment tu l'as travaillé ce bilan? Oui, alors le premier objectif qui était défini il y a quelques années dans un plan d'évaluation d'ailleurs qui était piloté par Nancy Paul, euh, c'est l'apprentissage stratégique. Donc, ça veut dire produire des connaissances qui permettent d'ajuster le projet. Ensuite, il y a également un objectif de démonstration et de contribution aux connaissances. Euh, donc, aux connaissances, en fait, connaissances et pratiques de lutte contre la pauvreté. Donc, en gros, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quoi les retombées, les forces et les limites du PIC sur trois axes. Donc, d'un côté, sur le plan des initiatives collectives dans les quartiers, sur le plan du partenariat régional, ça veut dire tous les partenaires philanthropiques, institutionnels et communautaires qui participent aux instances de gouvernance. Et finalement, il y avait un objectif des partenaires de contribuer au changement systémique. Donc ça, c'est le dernier axe qu'on a regardé. Et bien sûr, dans cette analyse-là, on garde en tête que le PIC n'opère pas dans un univers fermé, qu'il y a de multiples influences qui contribuent en fait au changement observé. Alors, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été produits tout au long de la phase 1, surtout sur les deux premiers axes d'analyse, donc des rapports d'activité, d'évaluation faits par les quartiers, des évaluations transversales par NISCA et Dynamo. Et dans les premières années, il y a également des évaluations du partenariat régional auquel Nancy Paul, Jean-Marc Fontan et d'autres ont contribué. Et en tout, en fait, on a codifié et analysé une centaine de rapports. Et spécifiquement pour ce bilan fin de phase 1, on a également fait 23 entrevues individuelles et collectives avec en tout 35 acteurs communautaires, philanthropiques et l'opérateur. Pour faire ce bilan, j'étais heureusement appuyée par une équipe de recherche de 5 assistants, donc Cassandre Ville, Marianne Raille, Yannick Sanchagrin, Éric Joly et Raphaël de Albuquerque, et deux partenaires philanthropiques qui sont avec nous aujourd'hui, Patricia Rossi et Marie-Caroline Junot, qui font partie du comité d'évaluation. Le premier grand constat qu'on peut faire est que cette liberté qui est laissée au quartier, non seulement pour choisir les enjeux à travailler, mais aussi comment le faire, a mené vraiment à une grande diversité d'initiatives et de stratégies pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, je vais nommer quelques-unes des stratégies. Donc, plusieurs quartiers ont développé des nouvelles infrastructures dans des secteurs dépourvus de services, comme des maisons de quartier, des espaces citoyens, qui sont souvent des projets de très longue haleine, qui prennent plusieurs années et des collaborations, négociations assez importantes avant de se concrétiser. Beaucoup de quartiers ont développé ou renforcé des infrastructures en sécurité alimentaire, par exemple Saint-Michel, qui a contribué à mettre sur pied un programme unique d'environnement et d'agriculture urbaine à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, qui est relié à leur système alimentaire local et qui permet en fait aux élèves de s'initier à l'horticulture sur le terrain même de l'école
et dont les récoltes vont aller à des organismes en sécurité alimentaire et dans un marché de quartier. Beaucoup d'autres ont expérimenté des nouvelles pratiques de collaboration ou d'intervention, par exemple à travers un réseau de travailleurs de proximité pour briser l'isolement à Mercier-Est, ou la collaboration intersectorielle qui était très très centrale dans plusieurs projets, par exemple pour sensibiliser et agir contre l'insalubrité à Côte-des-Neiges, ou un travail avec les écoles et les familles pour diminuer le décrochage à Saint-Léonard, ou encore des pratiques pour renforcer de façon transversale la mobilisation euh, citoyenne au quartier Ahuntsic à travers un projet d'école de la citoyenneté. Et encore d'autres ont misé sur le PIC pour vraiment influencer des politiques, des règlements, changer des mentalités. Et ça implique une prise de risque et des retombées quand même assez incertaines et parfois intangibles pendant longtemps. Au fil des ans, ça a quand même mené à une meilleure prise en compte d'enjeux de pauvreté par des élus. Un exemple serait l'Ouest de l'île, qui a travaillé avec le slogan Rendre visible l'invisible, en sensibilisant les décideurs et la population aux enjeux de logement dans ce territoire qui a la réputation d'être très aisé, et qui a mené finalement à à la création d'un fonds de logement abordable à Pierrefonds. Donc, si on regarde l'ensemble de ces initiatives, on voit que beaucoup de quartiers travaillent en fait sur plusieurs enjeux à la fois. Et les plus récurrents étaient l'alimentation, l'inclusion et le logement. Ces initiatives ont déjà aujourd'hui permis de renforcer le tissu social, de briser l'isolement pour de nombreuses personnes, à améliorer l'accès à des logements de qualité, à favoriser l'accès à une alimentation saine ou à contribuer à la réussite éducative. Et il y a beaucoup d'autres retombées sur les personnes qui ne sont pas encore tangibles aujourd'hui, dont les effets vont vraiment se ressentir peut-être seulement dans quelques années. Sur un autre plan, en fait, le soutien offert par le PIC a aussi permis de renforcer plusieurs pratiques collaboratives pour justement déployer ces initiatives sur l'évolution et les retombées sur le plan du partenariat des instances de gouvernance. Donc là, il faut se rappeler un petit peu le début. Donc, en fait, il y a énormément de chemin parcouru au niveau du partenariat, et parfois, les changements sont tellement bien intégrés qu'on les tient pour acquis aujourd'hui. Donc, on doit se rappeler aujourd'hui que quand le PIC a été lancé, il s'agissait vraiment d'une collaboration assez inédite. À notre connaissance, c'est la première fois que autant d'acteurs philanthropiques se mettaient ensemble, avec en plus des institutions et la CMTQ autour de la table. Centraide avait déjà un historique de collaboration avec la ville et la santé publique à travers leur soutien aux tables de quartier, mais pas avec les autres fondations. Donc là, on parle donc d'un rapprochement fort, d'une collaboration et d'une connaissance mutuelle accrue à travers le PIC, qui, au fil du temps, a donné lieu aussi à des collaborations entre les partenaires à l'extérieur du projet. Donc, plusieurs répondants nous ont mentionné qu'ils ont maintenant le réflexe de travailler ensemble. Il y a eu des mobilisations communes lors de la pandémie, par exemple, mais aussi pour répondre à des enjeux spécifiques comme l'acquisition de logements communautaires, par exemple, à travers la création de l'initiative immobilière, dont l'idée a germé lors d'une rencontre PIC. Par plusieurs, le PIC est vu comme une école pour comprendre le développement des communautés. Donc, une répondante explique que c'est une transformation qui s'est faite progressivement autour de la compréhension, la valorisation et la reconnaissance par les partenaires. Par exemple, la reconnaissance de l'importance d'avoir des acteurs dont le rôle principal, c'est de faire fonctionner la collaboration et de soutenir des approches collaboratives. Tout ça, ce sont des choses qu'on tient pour acquises maintenant, mais ce n'était pas le cas quand on a commencé. Donc, cette citation souligne justement le chemin parcouru. Au niveau de l'évolution du partenariat, on constate un développement vers un plus grand partage des pouvoirs. Rappelons qu'au début, le projet a été pensé par deux acteurs philanthropiques qui invitent les autres partenaires une fois que les grandes lignes sont déjà tracées.
Et c'est vraiment grâce à l'approche réflexive du projet et des premiers rapports d'évaluation que des mécanismes pour intégrer davantage les acteurs communautaires dans des discussions stratégiques sont en fait intégrés. Sur le plan de la transformation des acteurs impliqués, on peut dire que Centraide a vraiment expérimenté le rôle de rassembleur ou convener en tant qu'opérateur et animateur du collectif. C'est un rôle qu'il adopte par la suite aussi dans d'autres projets, comme la grande conversation sur le logement. Et l'administration de fonds de partenaires est également une fonction qu'il développe à travers le PIC et qu'il exerce à plusieurs reprises par la suite. Selon les répondants, le PIC aurait amené Centraide à travailler avec beaucoup plus de flexibilité, des processus internes simplifiés qui auraient facilité d'investir de façon plus agile et en réponse aux besoins des communautés. Nous avons jugé utile de faire une analyse vraiment transversale, autant pour l'axe partenariat que celui des communautés, pour comprendre les avancées sur les différentes conditions. Euh, donc, là, je vais aller assez rapidement, mais vous trouverez beaucoup de détails dans le rapport. Donc, les partenaires n'ont peut-être pas influencé les politiques publiques, mais ils ont vraiment marqué des avancées importantes sur toutes les autres conditions au sein de l'écosystème du PIC à travers leur transformation de comment ils travaillent ensemble, comment ils allouent des fonds, comment ils se positionnent, par exemple, par rapport aux tables de quartier. Donc, il y a vraiment plusieurs avancées qu'on peut identifier. Par exemple, l'évolution vers une plus grande euh, confiance envers les quartiers, une meilleure reconnaissance et une évolution des dynamiques de pouvoir. Au niveau des initiatives quartier, là aussi, on a regardé ça de façon très transversale, ce qui permet de souligner qu'il y a eu une influence à travers les initiatives quartier sur des politiques locales, sur des questions de zonage et de règlement, sur les modèles mentaux où dans plusieurs quartiers, il y a eu vraiment une reconnaissance d'enjeux de pauvreté par des élus, ce qui n'était pas le cas avant le déploiement de ces initiatives-là, ou aussi pour déstigmatiser des enjeux comme l'insalubrité, par exemple. Donc, sans entrer dans toutes ces conditions-là, je dirais que c'est vraiment cette multiplicité d'avancées qui constitue la richesse et des retombées du PIC et qui contribue peut-être aussi à une certaine durabilité plus grande des changements. Et là, on parle d'efforts de quartiers différents qui ne se sont pas concertés sur les initiatives. Puis je trouve que ça ouvre vraiment une belle perspective si on s'imagine qu'est-ce que ça pourrait donner si les acteurs se donnaient une stratégie et des cibles communes au niveau régional.